Bonjour à tous, invités, collègues et champions de la santé cardiaque. Pour clore le mois du cœur 2024, je vous souhaite à tous la bienvenue au webinaire de Cœur et AVC, une intervention rapide sauve des vies. Cœur et AVC mènent le combat pour vaincre l'arrêt cardiaque en développant des solutions pour sauver plus de vies. Pardon. Je suis Sophie Labelle, gestionnaire du programme de réanimation, assurance, qualité et engagement à Cœur et AVC. Je serai votre modératrice pour toute la durée du webinaire. Aujourd'hui, je suis ravie de dévoiler et de partager des initiatives, des histoires inspirantes et stratégiques visant à lutter contre les arrêts cardiaques. Mais avant de nous lancer dans cette discussion passionnante, permettez-moi d'abord d'aborder quelques points d'ordre administratif. Tel qu'indiqué dans la diapositive suivante, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera going back, so please. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous les envoyer par écrit dans la section questions à tout moment. Une fois que les conférenciers auront terminé leur présentation, il me fera plaisir de les poser. Next. Je tiens d'abord à reconnaître, next one, please. Merci. Je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons par l'entremise d'une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et le renforcement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent ces territoires comme leur patrie. Cœur et AVC a récemment publié son rapport pour le mois du cœur intitulé Chaque seconde compte, transformer la réanimation pour que plus de cœurs battent à nouveau. Ce rapport révèle une statistique stupéfiante. Environ 60 000 arrêts cardiaques se produisent chaque année au Canada, soit un arrêt cardiaque extra-hospitalier toutes les 9 minutes. Seule une personne sur 10 survit à un arrêt cardiaque hors de l'hôpital. En effet, de nouvelles données montrent que les arrêts cardiaques sont beaucoup plus nombreux que ce que l'on estimait jusqu'à présent. Ces chiffres exigent une action et c'est pourquoi nous nous sommes donnés pour mission de transformer les résultats de la réanimation en donnant à un plus grand nombre de témoins les moyens d'être sensibilisés et d'acquérir les compétences nécessaires pour sauver des vies. À la fin de ce webinaire, les participants pourront reconnaître où nous en sommes aujourd'hui avec l'incidence de l'arrêt cardiaque au pays, approfondir leur compréhension de ce qui se passe dans le cœur lors d'un arrêt cardiaque et identifier les personnes à risque, décrire et reconnaître les signes et symptômes qui peuvent indiquer un arrêt cardiaque précoce pour entreprendre les bons gestes à poser en situation extra-hospitalière, identifier les initiatives visant à améliorer l'éducation, la sensibilisation et la disponibilité des défibrillateurs externes automatisés. Et enfin, susciter l'envie d'explorer d'autres possibilités d'apprentissage de la RCR. Nous sommes très reconnaissants et honorés d'avoir deux invités très spéciaux avec nous aujourd'hui. Ce sont des personnes de cœur, passionnées, et nous sommes impatients de découvrir leur expertise personnelle et professionnelle. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue au Dr Christian Vaillancourt, professeur titulaire de médecine d'urgence à l'Université d'Ottawa
et qui occupe également le poste de scientifique principal à l'hôpital d'Ottawa. Le programme de recherche du Dr Vaillancourt se concentre sur les soins préhospitaliers, en particulier sur l'amélioration des résultats pour les victimes d'arrêt cardiaque et de traumatisme. Il a notamment mené une enquête nationale sur les obstacles et les opportunités pour la formation RCR et a contribué à l'amélioration de la reconnaissance des arrêts cardiaques et des instructions de RCR assistées par télécommunication pour le 911. En tant que co-investigateur principal et président actuel du Consortium canadien sur les résultats de la réanimation, le CANROC, il s'est mérité des éloges nationaux et internationaux, notamment un prix national de défense des intérêts décerné par l'Association canadienne des médecins d'urgence pour avoir dirigé et diffusé sa déclaration de principe nationale sur la réanimation cardio-respiratoire à l'aide d'une tierce personne. Notre autre invité, Jean-Philippe Larose, est un survivant d'un arrêt cardiaque survenu un dimanche soir de décembre 2017. Depuis son rétablissement, il s'est impliqué avec la Fondation Jacques de Champlain pour la démocratisation des DEA à travers la province du Québec. Et il est aussi un de nos fiers ambassadeurs. Nos deux invités n'ont aucun conflit d'intérêt relié à cette présentation. Dr Vaillancourt a reçu des bourses de recherche provenant de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, ainsi que d'autres sources supportant une variété de projets reliés aux arrêts cardiaques. Docteur Vaillancourt, tout le monde est impatient de vous entendre sur ce sujet à la fois urgent et vital qu'est l'arrêt cardiaque. Pourriez-vous débuter en clarifiant pour tous la définition de l'arrêt cardiaque soudain et pourquoi chaque seconde compte pour les gestes à poser dans l'espoir de sauver des vies? Merci pour l'introduction généreuse, Sophie, et merci encore à la Fondation des maladies du cœur pour l'opportunité de me joindre à vous aujourd'hui. Et merci à tout le monde dans l'audience, en fait, pour votre intérêt pour ce qui est de la maladie cardiaque et des arrêts cardiaques. Alors, effectivement, une des distinctions qu'on doit continuer à faire de façon un peu surprenante, soit avec les gens du public ou même avec les gens des médias, c'est la différence entre une crise cardiaque ou un infarctus et un arrêt cardiaque. Dans le cas d'une crise de cœur ou une crise cardiaque, en fait, les gens sont encore conscients. Ils se sentent une grosse douleur, pression souvent dans la poitrine. Et il s'agit en fait d'une grosse crampe musculaire, le muscle étant le cœur dans ce cas-ci, et un manque d'oxygène qui mène à une blessure au niveau du muscle cardiaque. Les gens vont souvent se plaindre de nausées, d'essoufflements, de douleurs dans la poitrine. Et ça, on sait que ce sont les symptômes plus typiques qui sont souvent ressentis par les hommes. Et on sait aussi que souvent, les femmes vont avoir des symptômes un peu plus atypiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont expérimentés par les hommes. Par contre, pour ce qui est des arrêts cardiaques, les hommes et les femmes vont expérimenter ça malheureusement de la même façon. Et la grosse distinction ici, c'est que dans le cas d'un arrêt cardiaque, la personne, en fait, sans intervention, elle est décédée. Alors, le cœur a arrêté de fonctionner, la personne est inconsciente et souvent, il n'y a aucune respiration ou, ce qu'on va décrire un peu plus tard, peut y avoir aussi une respiration agonale. Souvent, une crise cardiaque, j'appelle ça un problème de plomberie. Alors, c'est un blocage de vaisseau. Pour ce qui est des arrêts cardiaques, il peut aussi s'agir d'un problème de blocage de vaisseau, mais aussi très souvent, il s'agit d'un problème électrique qui peut arriver de façon subite, sans aucune manifestation antérieure. On s'est parlé aujourd'hui du nombre assez impressionnant du nombre de victimes d'arrêt cardiaque au niveau du Canada. On avait des estimations il y a de ça environ une vingtaine d'années où on pensait qu'il y avait environ 20 à 30 000 victimes d'arrêt cardiaque par année. Alors, ça ressemble à quoi? 20 000 personnes ou 30 000 personnes. Alors, imaginez-vous remplir un aréna de hockey professionnel et ça, c'est à quoi ça ressemble environ 30 000 victimes par année. Par contre, si on se parle de 60 000 victimes, c'est en fait le nombre de personnes qui attendent un Super Bowl à la place. Alors, c'est une magnitude du problème qui est beaucoup plus grande que ce à quoi on pensait auparavant. Il y a des raisons pour ça.
En fait, la population canadienne, elle a grandi hein, depuis les 20 dernières années. Notre population canadienne était d'environ 36 millions au début des années 2000. On est maintenant plus de 40 millions au Canada. Alors ça, c'est un facteur important. La population canadienne, elle vieillit aussi. Alors si on regarde ici avec la ligne noire, ça, c'est un graphique qui vient de Statistique Canada. Il y a de ça environ 20 ans, la majorité des Canadiens se trouvaient dans un groupe d'âge de 35 à 40 ans. 20 ans plus tard, alors ces jours-ci, ce qui est en orange, la majorité des Canadiens, en fait, sont maintenant âgés de la soixantaine. Alors, notre population, non seulement elle grandit, mais elle vieillit aussi avec le temps. Une autre chose aussi qui nous permet d'avoir des statistiques beaucoup plus précises, c'est l'organisation CanRock. Alors, ça, c'est une organisation qui a été supportée par la Fondation des maladies du cœur depuis plusieurs années, qui est maintenant un registre pan-canadien d'arrêt cardiaque au niveau préhospitalier, ce qui nous permet désormais aussi d'avoir des évaluations beaucoup plus précises pour ce qui est du nombre d'arrêts cardiaques qu'on doit traiter en fait au niveau canadien. Alors, ces trois facteurs-là, la population qui grandit, la population qui vieillit et des estimations beaucoup plus précises, nous rendent beaucoup plus confiants en fait que le problème d'arrêt cardiaque au Canada est beaucoup plus important que ce à quoi on s'attendait même il y a de ça quelques années. Euh, pour donner des statistiques aussi au niveau des victimes d'arrêt cardiaque, alors certainement, la victime typique va être encore une fois un homme un peu plus âgé. Par contre, il faut se souvenir que, comme vous allez voir avec le témoignage de Jean-Philippe dans quelques minutes, la moitié des victimes d'arrêt cardiaque, en fait, sont âgées de moins de 65 ans. Une autre chose qui est bien importante à se souvenir aussi, c'est que la grande, grande majorité des arrêts cardiaques, oh, pardon, juste revenir, la grande majorité des arrêts cardiaques surviennent à la maison. Alors, pas nécessairement dans un endroit public, ça va arriver à la maison. Alors, les conséquences de ça, ce sera fort probablement pas un étranger, ça va fort probablement être, malheureusement, un membre de la famille ou même un conjoint. 40 à 50 des arrêts cardiaques surviennent en présence de quelqu'un. Et c'est aussi le symptôme primaire de maladie cardiaque pour la moitié des victimes, en fait. Alors, on a fait déjà beaucoup d'améliorations pour ce qui est du traitement du diabète, la haute pression, le cholestérol, l'arrêt du tabagisme. Ça, ce sont tous des facteurs de risque pour développer la maladie cardiaque. Par contre, pour la moitié des victimes d'arrêt cardiaque, ils n'avaient absolument aucun symptôme avant de succomber à leur arrêt cardiaque. Si on regarde, si on revient encore une fois en arrière, l'étude OPALS, qui a été complétée en fait il y a une vingtaine d'années en Ontario, était à ce moment-là la plus grande étude sur les arrêts cardiaques en milieu préhospitalier au monde. Et ça nous a permis de déterminer l'impact de chacun des maillons de la chaîne de survie avec beaucoup plus de précision. Alors, de façon non surprenante, c'est certain que quand on est un peu plus jeune, si on regarde le graphique ici, tout ce qui est à la droite de la barre rouge facilite la survie des arrêts cardiaques. Alors, d'être plus âgé, en fait, d'être plus jeune, ça améliore notre taux de survie. Bien évidemment, d'avoir un arrêt cardiaque en présence de quelqu'un qui peut vous aider, c'est probablement le facteur le plus important pour ce qui est de la possibilité de survivre un arrêt cardiaque. Mais ça nous a aussi permis pour la première fois de quantifier l'importance de la réanimation par citoyen. Et on sait depuis cette étude-là que les gens sont de 2 à 3 fois vont être de 2 à 3 fois plus probables de survivre leur arrêt cardiaque s'ils ont quelqu'un qui prodigue la RCR avant l'arrivée des paramédics ou des premiers répondants. Au moment de l'étude, il n'y avait pas de défibrillateur dans le public. Alors, le temps de réponse en moins de 8 minutes, en fait, c'est aussi relié à la défibrillation rapide. Alors, le plus rapidement on peut prodiguer une défibrillation, ça augmente aussi les taux de réanimation et de survie. Ce qui est probablement un peu surprenant pour la plupart des gens, c'est que les choses qui sont amenées par les paramédics, au-deçà de la réanimation et de la défibrillation rapide. Alors, si on se parle des médications qu'on peut administrer par voie intraveineuse, de mettre les tubes, mettre les gens sur des respirateurs, alors tous les soins avancés en réanimation cardiaque, en fait, ils ont vraiment une différence minime sur la survie des victimes d'arrêt cardiaque si on compare ça à ce qui peut être fait par vous tous, en fait, avant même l'arrivée des paramédics, des premiers répondants, c'est-à-dire la réanimation et la défibrillation rapide. Euh, si on regarde encore une fois, il y a une vingtaine d'années,
Les taux de RCR dans la communauté étaient très, très bas, surtout dans la province ontarienne, si on regarde la ligne qui est en bas. Alors, il y a de ça 20 ans, le taux de réanimation en Ontario était de seulement 15. Ça veut dire qu'à l'arrivée des paramédics ou des premiers répondants, il y avait seulement une personne sur huit qui recevait la RCR avant leur arrivée. On ne savait pas exactement pourquoi à ce moment-là. Par contre, on a découvert quelques années plus tard que la province ontarienne était la dernière province canadienne à implémenter les instructions de RCR assistées par les répartiteurs 911. Alors, quand ça a été commencé, en avril 2004, les taux de réanimation dans la communauté ontarienne, en fait, ont rejoint les taux canadiens, qui étaient environ de 35 à 38 à ce moment-là. Je suis content de vous annoncer que ces jours-ci, en fait, le taux de réanimation par citoyen avant l'arrivée des paramédics et des premiers répondants, ça se situe aux environs de 50. On veut faire mieux parce qu'il y a d'autres pays dans le monde, d'autres villes dans le monde où on a des taux de réanimation par les citoyens qui sont aussi hauts que 70 à 80. Euh, il y a aussi d'autres barrières. On comprend des barrières de plus en plus psychologiques, en fait, pour ce qui est de l'hésitation des gens à commencer la RCR. Et la respiration agonale, c'en est une grande. Alors, en tout début d'un arrêt cardiaque, dans les premières minutes, notre cerveau a pas assez d'oxygène, alors on perd connaissance. Par contre, la partie du cerveau qui contrôle la respiration est un peu plus résiliente au manque d'oxygène et à l'occasion, en tout début d'arrêt cardiaque, les victimes d'arrêt cardiaque vont avoir une respiration très occasionnelle ou du grunting. On appelle ça une respiration agonale. On s'est dit plutôt que la plupart des victimes vont être des gens qu'on connaît, des membres de notre famille, et la plupart des gens sont un peu en déni. Hein. Ils ne veulent pas que leur membre de famille soit en fait décédé ou en arrêt cardiaque. Alors, on s'attaque, on s'attache en fait à n'importe quel signe de vie pour essayer de nous convaincre que la personne n'est pas en arrêt cardiaque. Alors, aussitôt que les gens prennent une respiration, et on voit ça souvent quand on écoute les enregistrements 911, quand la personne qui appelle 911 voit une respiration occasionnelle, la même chose pour les répartiteurs 911, de chaque côté du téléphone, on essaie de dénier en fait que la victime est en arrêt cardiaque. Alors, c'est un signe qui est très, très important à reconnaître. On a fait beaucoup d'études avec le support de la Fédération des maladies du cœur pour essayer de comprendre ce phénomène-là. En fait, la raison pour laquelle les gens hésitent beaucoup à initier la RCR en présence de respiration agonale, ça nous a amené à développer un vidéo éducationnel pour les répartiteurs 911 qui a été testé dans la ville d'Ottawa, en comparaison avec la ville de Windsor. Et ça a eu beaucoup de succès, en fait. Ça nous a permis à diminuer la quantité de fois où la respiration agonale était responsable pour notre inhabilité à reconnaître les arrêts cardiaques au téléphone. Ça a augmenté le taux d'ARCR dans la communauté et aussi la survie des citoyens dans la ville où on avait implémenté l'intervention. Et on en est maintenant à implémenter aussi ces instructions-là de façon pan-canadienne dans 5 nouvelles provinces. Et j'ai bien hâte de pouvoir partager les résultats au moment où l'étude sera terminée. Il y a aussi des choses qui se développent dans le futur. Alors, l'intelligence artificielle, ça s'immisce dans plusieurs domaines de la communauté. Et en santé, c'est la même chose aussi. Alors, on collabore aussi avec IBM Watson, qui est en fait une intelligence artificielle qui était le premier ordinateur à battre Gary Kasparov, qui était un champion d'échecs et aussi à Jeopardy. Alors, c'est quelque chose qui va nous permettre, on l'espère, d'augmenter la performance des répartiteurs 911, à diagnostiquer les arrêts cardiaques au téléphone de façon plus efficace et plus rapide aussi. On s'est aussi mentionné plus tôt que malheureusement, il y a environ 60 des victimes d'arrêt cardiaque qui vont avoir un arrêt cardiaque sans être en présence de quelqu'un qui puisse les aider. Alors, j'ai un collègue à Vancouver, Dr. Bruno, qui travaille avec plusieurs ingénieurs à développer soit des vêtements ou essayer de développer des montres intelligentes ou même des speakers qu'on a souvent à la maison qui sont capables en fait de reconnaître l'arrêt cardiaque quand c'est le cas et d'actionner le 911 avant même qu'on soit découvert trop tard. Alors, ça, c'est des choses qui sont des projets en développement et ça pourrait avoir un impact assez sérieux, en fait, sur notre habilité à augmenter la survie des arrêts cardiaques.
Je reviens un petit peu sur l'organisation CanRock. Il y a aussi un chapitre qui est dédié aux personnes avec une expérience en arrêt cardiaque, soit des survivants ou des gens, leurs membres de la famille. Matthew Church est aussi un de nos survivants en arrêt cardiaque et on va bientôt entendre parler de Jean-Philippe. On a plusieurs survivants qui font partie de l'organisation. Et je suis bien fier de leurs initiatives. En fait, ils ont publié même les priorités de recherche qui sont, selon eux, les destinations les plus importantes pour les chercheurs comme moi, en fait, en partenariat avec nos survivants, euh, pour ce qui est d'augmenter les taux de RCR. De façon non surprenante, les efforts pour augmenter davantage la RCR prodiguée par les gens du public, c'est numéro un dans leurs priorités. Alors, j'ai bien hâte d'entendre parler de Jean-Philippe. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Vaillancourt, de cet exposé. Je passe maintenant la parole à quelqu'un qui a bénéficié des gestes posés rapidement par les témoins, d'un accès rapide à un DEA, ainsi que des avancées scientifiques pour être parmi nous encore aujourd'hui. Jean-Philippe, à toi la parole. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Merci d'être là, de prendre votre temps ce midi pour écouter l'importance de la défibrillation et de savoir un petit peu les gestes à faire en cas d'arrêt cardiaque. Bon, un peu comme Sophie le racontait, moi je suis un survivant d'un arrêt cardiaque. Je vais vous raconter mon histoire. Ça s'est passé quand même, ça fait un petit bout. Ça va faire bientôt 6 ans et demi. Mais reste que ça montre que ça fait 6 ans et que malgré un arrêt cardiaque, on peut quand même survivre et bien, tu sais, qu'on est capable d'avoir une vie normale après un arrêt cardiaque, c'est pas la fin du monde. Alors, en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que je jouais au hockey COSOM avec des amis depuis 15 ans dans un gymnase à Longueuil, à l'école Gérard Filion. Je suis gardien de but, comme vous pouvez voir sur la photo récente qui a été prise en décembre dernier. Euh, alors, je suis gardien de but. On joue en décembre, 10 décembre 2017. Et là, fin de partie, il reste environ 15 minutes à la partie à peu près. Ben, c'est vraiment entre amis, là, c'est rien de très compliqué. Là. On sépare les bâtons au milieu, puis on joue comme ça. Et là, je fais un arrêt de routine. Et là, je viens pour remettre la balle en jeu à mon cousin de qui je suis très proche, avec qui j'ai des billets de saison pour le Canadien. Puis c'est comme un frère pour moi. Alors, je lui redonne la balle parce qu'on est dans la même équipe cette journée-là. Et là, je me mets un petit peu sur un genou, puis là, je lui dis 2 secondes, je me sens pas bien. Puis moi, de la manière que je le vivais, j'avais eu aucun signe, aucune douleur, rien. Là. C'est vraiment très, très, très rapide. Je mets un genou au sol, puis dans ma tête, c'est que j'ai un coup de chaleur. C'est vraiment, c'est comme ça, je le sentais, je me sentais étourdi. Puis, mais tu sais, un coup de chaleur en décembre, tu fais, voyons, ça nous est déjà arrivé de jouer au mois de mai que j'avais un coup de chaleur, mais qui faisait très chaud, mais là, tout d'un coup, coup de chaleur. Et là, moi, dès que j'ai dit coup de chaleur, après, ce que je vais vous raconter, c'est qu'on me l'a raconté parce que forcément, pour moi, c'est un gros trou noir. Je n'ai aucun souvenir de ces événements-là. Ben, je suis tombé vraiment comme une poche de patate. Là, tu sais, je suis vraiment tombé sur le côté. Et, sans avertissement aucun. Et là, tout le monde a comme arrêté pour voir qu'est-ce qui se passait parce que c'était pas dans mes habitudes d'arrêter de jouer comme ça subitement sans parler. Et un de mes amis a traversé le gymnase, il était dans l'autre équipe, a traversé le gymnase pour voir qu'est-ce qui se passait. Et mon cousin Jean-Nic a dit, écoute, si tu avais été moindrement conscient, il dit, la façon qu'on t'a enlevé ton stock, là, c'est clair que tu te serais réveillé parce que, tu sais, on se rappelle que je suis gardien, fait que j'ai une mitaine, j'ai un bloqueur, j'ai un plastron, j'ai des pads, j'ai des culottes, tu sais, je suis padé, justement. Fait qu'ils se sont mis à arracher tout mon stock, mon masque, et quand, tout de suite, là, il a vu. Et mon collègue Eric, qui travaille en éducation spécialisée, travaillait à l'hôpital Charlemagne en éducation spécialisée. Fait qu'il n'est pas médecin, mais il avait fait ses cours de premiers soins, sa RCR. Il avait d'ailleurs dit le vendredi précédent à sa boss en disant, hey, mes cartes sont expirées, il faudrait que j'aille faire suivre mon cours d'appoint juste pour me rafraîchir la mémoire. C'est arrivé le vendredi précédent. Et là, il voit de la situation, de la façon que je suis à terre, que je suis par terre, puis forcément, mes lèvres commencent à changer de couleur, ma respiration, comme Dr. Vaillancourt disait, un petit peu agonale. Et là, forcément,
il fait 1+1, il comprend que je suis en arrêt cardiaque, puis je n'ai pas uniquement perdu connaissance. Alors, tout de suite, lui, il a pris le contrôle de la situation. Vraiment, il a vraiment pris les choses en main. Il a dit à un de mes chums, toi, tu appelles le 911, toi, tu vas ouvrir les portes pour que la civière puisse passer rapidement. Toi, tu vas chercher le défibrillateur. Sans savoir s'il y avait un défibrillateur dans l'école où je jouais. Vraiment, c'était vraiment un réflexe pour lui. Il y avait le réflexe de savoir de chercher le défibrillateur le plus près. Alors, tout s'enclenche. Ça a l'air que ça a été un gros moment d'émotion. Et bon, heureusement, il y avait un défibrillateur à l'école Gérard Filion, mais depuis seulement quelques semaines. C'est vraiment la vision des gens de la commission scolaire Marie-Victorin de Longueuil qui ont vraiment équipé les écoles de défibrillateurs. Dieu merci, eux qui ont eu de la vision. Alors, vraiment, il faut dire à nos patrons, à tous les endroits qu'on fréquente, qu'il faut se munir d'un défibrillateur parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut être utile. Et là, cette fois-là, forcément, ça a été utile. Alors, ils sont allés chercher le défibrillateur. Le gardien, qu'est-ce qu'il me racontait après? C'est qu'il dit, tu sais, il dit, il y avait 7 portes barrées qui menaient au défibrillateur. Il dit, la première, je l'ai ouvert à clé. Il dit, les autres, j'avais un truc pour les ouvrir, puis crée-moi qu'on les a ouverts. Alors, ils sont allés chercher le défibrillateur et pendant ce temps-là, pendant ces moments-là, Eric et 2 autres de mes coéquipiers me faisaient le massage cardiaque pour me garder en état de fonctionner, si on peut dire. Alors, le défibrillateur est arrivé quand même assez rapidement parce qu'en fait, j'ai été mort pendant 7 minutes environ. Vraiment, alors, dès que le défibrillateur est arrivé, on me l'a branché et heureusement, je n'ai eu besoin que d'un seul choc pour me réanimer. Vraiment, comme on peut voir les patchs sur ma photo que vous pouvez voir à gauche, c'est une photo, c'est un selfie que je me suis fait à l'hôpital Charlemagne le soir même. Alors voilà, un seul choc et j'ai été réanimé. Alors, grâce à la rapidité d'exécution d'Éric et de mes coéquipiers, je fais partie des statistiques des très, très rares personnes qui ont été réanimées avant que les ambulanciers arrivent. Les ambulanciers sont arrivés, puis je rouvrais les yeux. Là. Ils venaient d'entrer, puis ils voyaient que tout avait été fait. Tu sais, les ambulanciers n'ont même pas fait la RCR parce que je suis revenu en même temps. Alors, les ambulanciers ne m'ont même pas touché, ils m'ont juste fait le transport à l'hôpital. Et là, moi, je couchais à terre, puis là, à cause du choc, euh, j'ouvre les yeux, puis là, je regarde autour de moi, puis là, moi, ce que je vois, c'est le plafond, tu sais, forcément du gymnase. Puis là, là je fais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe. Puis là, je vois tout le monde autour de moi, puis forcément, les gens, tu sais, c'est un peu flou, on s'entend, là. Mais puis là, je me rappelle, puis là, l'ambulancier me dit, monsieur, vous venez de faire un arrêt cardiaque. Puis là, j'étais, voyons donc, je peux pas faire ça. Je suis bien trop jeune, j'ai 3 enfants, je ne pourrai plus jamais jouer au hockey. C'était vraiment mes 2 premières réactions, ça, je m'en souviens. Et malheureusement, j'ai peu de pensée pour ma blonde, avec qui je suis toujours encore aujourd'hui. Je me suis trouvé un peu sans cœur, mais bon, elle m'a pardonné depuis. Alors, mais là, je fais, voyons, je ne peux pas faire ça et tout. Puis là, l'ambulancier dit, mais monsieur, on va vous transporter à l'hôpital, évidemment. Il dit, est-ce que vous avez votre carte d'assurance maladie? Et moi, ma carte d'assurance maladie, habituellement, dans mon portefeuille, tout le temps dans mes poches de jeans. Mais cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, c'était dans ma poche de manteau. Et j'avais quand même, pour montrer comment la RCR était utile, puis que je n'ai pas perdu de fonction cognitive même après, même si c'est un peu flou, j'ai vraiment eu le réflexe de le dire à l'ambulancier. J'ai dit, mes cartes sont dans mon manteau, poche de droite. Je me rappelais où j'avais mis mon portefeuille. Alors, tu sais, j'étais encore toute là. Alors, forcément, on m'a transporté à l'hôpital Charlemagne. J'ai été sous surveillance pendant une nuit de temps complète. Et ensuite, on m'a transporté à l'Institut de cardiologie de Montréal où j'ai été hospitalisé pendant 12 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, tu sais, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que l'arrêt cardiaque peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Tu sais, malheureusement, moi, j'ai une condition congénitale. Je suis né, puis je suis cardiaque de naissance. Mais bon, ça change rien la situation, que ça peut arriver quand même à n'importe qui, n'importe quand, parce que depuis ce temps-là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu un arrêt cardiaque et qui n'avaient pas de conditions sous-jacentes. On ne sait jamais ce qui s'est passé. En fait, moi, ils n'ont jamais su la raison principale de mon arrêt cardiaque. Ils croient que c'est de l'arythmie, mais causée par quoi, je ne sais pas. Docteur Vaillancourt pourrait nous expliquer c'est quoi l'arythmie. Moi, on me l'explique, mais comme je ne suis pas médecin, on dirait que je n'ose pas trop m'avancer là-dessus. Puis c'est vraiment mon cœur, il pompait vide, j'avais plus de sang, et mon cœur s'est emballé pour aucune raison. Mais tu sais, comme je dis, j'avais une condition cardiaque, puis j'avais été voir ma cardiologue en octobre, 2 mois précédents, tu sais.
Puis ma cardiologue m'avait dit à l'époque, hey, tout est beau, tout est correct, tes tests sont beaux, ton échographie, ton test à l'effort, tout est correct. Fait qu'elle a dit, on se revoit dans 1 an et demi, 2 ans. Puis, tu sais, quand j'étais hospitalisé à l'Institut cardio, j'ai revu ma cardiologue, puis j'ai fait, hey, on n'était pas supposé se voir d'ici 1 an et demi, 2 ans. Puis elle m'a répondu, ouais, mais t'étais pas supposé te faire un arrêt cardiaque. Bref. Alors, suite à ça, ben, j'ai été hospitalisé d'12 jours. On a changé une de mes valves pulmonaires qui était peut-être en cause de la chose. Et on m'a mis un défibrillateur sous-cutané. Alors, depuis, je suis sous surveillance de mon défibrillateur qui n'a jamais parti depuis 6 ans et demi. J'ai eu aucun arythmie. Je suis régulièrement testé. Je vais à l'Institut cardio à chaque année, puis tout est beau. Tu sais, pour vous dire, là, je cours 6 km par jour, 5 fois par semaine. Alors, tu sais, ça ne m'a pas arrêté, même qu'aujourd'hui, je suis plus en forme que je l'étais à l'époque. Vraiment, je suis super en forme. L'an dernier, j'ai couru plus de 1200 km dans mon année. Vraiment, si vous habitez dans le coin de la prairie, ça se peut que vous m'avez vu courir. Alors, ben, tu sais, c'est vraiment, tu sais, il y a une vie après un arrêt cardiaque, puis tu sais, c'est plate à dire, là. Moi, j'essaie d'enlever l'élément chance dans tout ça parce que, tu sais, c'est facile de dire, ah, j'ai été chanceux, tu sais, c'est arrivé au bon moment. Oui, effectivement, parce que dans l'après-midi, ma conjointe était partie magasiner avec ma plus vieille, puis j'étais tout seul avec mes 2 plus jeunes à l'époque qui avaient 6 et 8 ans. Et, tu sais, j'aurais pu faire ça dans ma cuisine, là, tu sais, puis eux autres, tu sais, un enfant de 8 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là, tu sais, il appelle le 911, OK, oui, le temps que l'ambulance arrive, tu sais. Moi, j'ai entendu trop d'histoires de paramédics après qui m'ont raconté que, tu sais, on reçoit des appels 911, on s'en va sur le cas, on sait qu'il n'y a pas de défibrillateur, il y a du trafic, il y a de la neige, on sait qu'on va arriver puis il va être trop tard, tu sais. Fait que, tu sais, 1 sur 10, c'est hallucinant là, que quand on pense à ça, que j'ai été la personne sur 10 qui a été sauvée. Puis, tu sais, moi, j'ai connu plus de. Tu sais, je connais des dizaines de survivants. Puis, je me dis, hey, pour chaque personne, il y en a 90 qui n'ont pas survécu. Tu sais, c'est vraiment. Mettons que je connais 10 survivants, ben, tu sais, tu fais, hey, c'est quoi le nombre de personnes, mais qui malheureusement qui n'ont pas survécu. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de belles histoires à cause des défibrillateurs, mais il y en a des tristes parce que justement, il n'y avait pas de défibrillateur. Alors, depuis ce temps-là, ben, je suis vraiment impliqué dans la cause avec Cœur AVC, de qui je suis un ambassadeur, puis à chaque fois qu'il m'appelle, je réponds présent, comme aujourd'hui. Et je suis impliqué au sein du CA de la Fondation Jacques de Champlain, qui milite pour la démocratisation des défibrillateurs dans les lieux publics au Québec. C'est vraiment, on essaie d'avoir le plus de défibrillateurs possible dans les lieux. On travaille beaucoup avec le gouvernement. On a reçu récemment une très belle subvention là, on va déployer au-dessus de 1000 défibrillateurs, mais il y a vraiment beaucoup d'autres projets qui s'en viennent là-dessus. Et je vous invite à télécharger notre application gratuite App Store et Google Play Store qui s'appelle DEA Québec. C'est une application vraiment qui sert à voir c'est quoi le défibrillateur le plus près de chez vous. Alors vraiment, s'il arrive une urgence, ben, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est où le défibrillateur le plus près. Alors vraiment, pratiquer la RCR, trouver le défibrillateur pour essayer de sauver la personne. Alors, ben voilà, c'était mon histoire. J'espère que j'ai pu vous inspirer. Et vraiment, je suis là pour répondre à vos questions un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, merci beaucoup encore d'être là, puis bonne journée. Merci, Jean-Philippe. Quel beau témoignage et de voir aussi que tu as parlé de ta famille. Euh, on va en reparler un peu tantôt. Alors, écoutez, le temps avance et nous avons encore des choses très intéressantes à vous parler. Nos invités, les deux ensemble, ils sont impatients de s'engager dans une discussion ouverte sur les sujets très vitaux qu'on parle aujourd'hui, ce qui inclut la formation RCR et également l'impact des DEA pour sauver des vies. Ma première question s'adresse à Dr Vaillancourt. Dr Vaillancourt, veuillez nous expliquer l'importance d'une RCR de qualité et de l'utilisation du DEA et comment ça peut avoir un impact sur la survie? Absolument. Alors, j'y reviens tout de suite, mais je voulais aussi relancer Jean-Philippe pour ce qui est de sa chance, en fait. On veut essayer de ne plus parler de chance, mais d'avoir une organisation de façon communautaire qui va maximiser la survie, en fait. Si on retourne, il y a de ça une vingtaine d'années, encore une fois, les taux de survie dans la communauté étaient de seulement 3%. Ça veut dire que pour un premier répondant ou un paramédic, ils pouvaient passer leur carrière entière
et ne jamais rencontrer un survivant d'arrêt cardiaque. Alors, on peut se dire que dans les 2 dernières décennies, on a pratiquement triplé la survie des arrêts cardiaques, et ça, c'est de façon globale. Alors, parmi toutes les victimes d'arrêt cardiaque, on a un taux de survie de 10%. Par contre, si on a les circonstances que j'appellerais parfaite dans le cas de Jean-Philippe, où il y a eu un arrêt cardiaque dans un milieu public avec des gens qui étaient là qui pouvaient aider immédiatement, qui avaient récemment eu leur formation en RCR avec un défibrillateur qui était disponible. On se parle de taux de survie de plus de 50% dans des circonstances comme ça. Alors, c'est vrai que 10%, c'est notre situation actuelle. Par contre, on sait qu'avec des efforts supplémentaires, on peut absolument, encore une fois, doubler notre taux de survie dans la communauté. Et ça passe, pour revenir à la question, avec l'amélioration de ce qu'on peut faire, pas seulement pour ce qui est du type de formation en RCR. Je crois qu'à ce niveau-là, la Fondation de maladies du cœur a eu beaucoup de leadership pour ce qui est d'incorporer un entraînement en RCR qui est aussi beaucoup plus réaliste que ce qu'on faisait auparavant. Alors, on peut enseigner en fait à n'importe qui comment faire la RCR de façon très rapide. Il y a des vidéos qui sont disponibles. On peut apprendre comment faire la RCR en 90 secondes. Alors, pour ce qui est de savoir où mettre les mains, comment peser et tout ça, c'est très facile à apprendre. Ce qui est beaucoup plus difficile à apprendre, en fait, c'est de prendre la décision d'initier la RCR quand on doit le faire. Et ça, il y a des ressources disponibles maintenant qui sont assez nouvelles avec la Fondation des maladies du cœur qui mettent les gens vraiment dans des situations plus réalistes. Et il y a un taux de stress qui monte quand on regarde les vidéos même, et ça nous aide beaucoup à briser cette barrière psychologique-là. Pour ce qui est des choses qui sont disponibles sur le plan technologique et pour la qualité de la RCR aussi, une chose importante que je voudrais dire aux gens, c'est même si vous avez été certifié en RCR il y a de ça plusieurs années, ou même si vous n'avez jamais fait de certification en RCR, vous l'avez vu peut-être à la télévision, euh, c'est impossible de faire plus de dommages que la personne est déjà décédée sur le sol. Alors, n'importe quel effort en RCR, entraîné ou non, récemment ou non, j'encouragerais les gens, évidemment, à faire n'importe quel effort qu'ils puissent faire. Pour ce qui est des professionnels de la santé, quand on arrive avec notre équipement un peu plus sophistiqué, quand on attache des défibrillateurs qui ne sont pas des défibrillateurs automatiques, ils ont aussi une rétroaction pour ce qui est de la qualité de la RCR. Alors souvent, les professionnels de la santé, les machines vont leur dire, vous devez peser plus rapidement, plus en profondeur et tout ça. Alors, on a des technologies qui sont effectivement plus avancées qu'auparavant pour ce qui est de nous aider à prodiguer une réanimation parfaite. À l'hôpital, on a aussi à l'occasion une sonde échographique qu'on peut passer par la bouche et mettre juste derrière le cœur pour vraiment là, faire un ajustement microscopique de la position parfaite des mains au niveau de la poitrine. Mais le message essentiel, en fait, peu importe la qualité de la RCR, c'est certain qu'une meilleure qualité, c'est encore meilleur. Par contre, la chose la plus importante, c'est de ne pas hésiter à initier la RCR. Merci. Merci beaucoup des explications, Dr. Vaillancourt. Euh, Jean-Philippe, à toi la prochaine question. Tu as mentionné à quel point il était vital qu'il y avait des gens près de toi qui ont agi rapidement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important d'accroître la sensibilisation à l'arrêt cardiaque et à la nécessité de le reconnaître, bien sûr, donc d'appeler le 911, commencer la RCR, d'obtenir un DEA, et comment l'accès au DEA vient supporter cette chaîne importante? Ben, merci Sophie. Je vous dirais que depuis, tu sais, c'est sûr que quand ça m'est arrivé, on pense que ça arrive tout le temps aux autres, hein. C'est tout le temps ça, genre, hey, je pensais pas que ça pouvait arriver à quelqu'un de mon entourage. Alors, c'est sûr qu'une grande mission d'éducation à faire, puis Cœur AVC le fait très bien à ce niveau-là. Puis c'est vraiment, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y en a beaucoup qui voient l'arrêt cardiaque comme une fatalité, comme, ah, mais malheureusement, on peut rien faire pour cette personne-là. Mais tu sais, on connaît tous quelqu'un qui malheureusement est frappé par le cancer, puis vraiment qui veut survivre, qui suit des traitements de chimiothérapie. Mais le RCR-DEA, c'est un peu comme une chimiothérapie qu'on peut apprendre en une demi-heure à faire à quelqu'un de proche de notre entourage. Tu sais, si on disait à quelqu'un, hey, je te donne un cours pour guérir quelqu'un du cancer, ça va te prendre une demi-heure dans ta journée, est-ce que tu vas suivre ce cours-là?
c'est sûr que tout le monde dirait oui. Pourquoi c'est pas comme ça aussi pour l'arrêt cardiaque? Alors, il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire, de savoir, de reconnaître les signes, de voir, c'est vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, me tient beaucoup à cœur, puis pour lequel je milite. Et je vois de plus en plus dans des pays que c'est obligatoire avec le permis de conduire, les cours de RCR. Là, récemment, bon, avec le docteur Paul Poirier de l'Institut de cardiologie de Québec, il a implanté des défibrillateurs dans les écoles secondaires. Alors, il y a des cours de gym en secondaire 3 qui impliquent l'apprentissage du DA et du RCR. C'est très bien. Là, maintenant, bientôt, il me disait, je l'ai vu la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors de l'événement Cœur sur la colline de Cœur AVC, il me racontait que là, c'est bientôt dans les écoles primaires qu'ils vont faire ça, en 5e année. Alors là, les jeunes, là, actuellement, il y a une génération, il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune notion de RCR. Et là, à cause des initiatives comme ça, ben là, ils vont avoir un cours en 5e année, ils vont avoir un cours en secondaire 3. Alors, ils vont arriver à 16 ans, ils vont déjà avoir eu 2 fois un cours de RCR. Ça, on pouvait aussi le mettre pour le permis de conduire. Ben là, on aurait un rafraîchissement. Alors, c'est quelque chose de super utile. Et Dr. Vaillancourt le dit, c'est concret, ça sauve des vies parce que on ne sait jamais, c'est comme moi, le DA, je vois ça comme un instincteur d'incendie. Un instincteur d'incendie, on en voit partout. Puis on ne se pose pas la question, là, c'est vraiment ça. Mhm. C'est d'un coup qu'il y a un feu. Exact. Les DEA, c'est la même chose. D'un coup qu'il y a un arrêt cardiaque, ben, c'est vraiment, ça sert à ça. C'est d'un coup que. C'est sûr qu'il y a des coûts qui ralentissent certaines entreprises à ça, mais il faut le voir autrement. Combien vaut une vie? Un DA, c'est quoi? C'est 1000, 1500? Est-ce qu'une vie vaut plus que 1500 $? Ben, je pense poser la question, c'est y répondre. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Et je crois que dans ton explication par rapport au déploiement là, des DEA, ça fait partie là, du projet que le gouvernement avait de déployer environ 1000 Oui. DEA à travers le Québec. Hein. Parfait. Super. Bien, merci. Si je peux relancer l'histoire de Jean-Philippe, en fait, il a mentionné aussi que le DEA qui a été utilisé dans son cas n'était pas très facile à trouver non plus, hein, barré derrière des portes. Oui. Et il y a malheureusement eu des études qui ont regardé, en fait, la disponibilité actuelle des défibrillateurs en milieu public. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'après les heures de travail, souvent, ces défibrillateurs-là sont barrés sous clé derrière les portes et inaccessibles, en fait. Alors, c'est pas, il ne faut pas seulement en mettre partout dans les milieux publics, il faut aussi s'assurer qu'ils sont accessibles et disponibles après les heures de travail. Et c'est vrai que, bon, un défibrillateur, ça coûte environ actuellement 1500 $, mais on doit aussi travailler à l'accessibilité des fibrillateurs, comme Jean-Philippe le disait, comme un extincteur de feu, en fait. Moi, j'ai acheté un défibrillateur seconde main. J'attends, pour les gens du public, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait des défibrillateurs beaucoup plus abordables, pas nécessairement aussi sophistiqués qu'on peut trouver dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, mais en fait, comme on s'était dit encore une fois auparavant, 15% seulement des arrêts cardiaques comme celui de Jean-Philippe arrive en milieu public. On va avoir beaucoup plus d'impact si les défibrillateurs sont disponibles aussi en plus grand nombre dans les milieux privés, en fait, dans les maisons de chacun des citoyens. Merci. Merci beaucoup, Dr. Vaillancourt. Vous venez compléter aussi l'expérience de Jean-Philippe. On va prendre une dernière petite portion puisque le temps file. Docteur Vaillancourt, il y a un aspect qu'on parle rarement dans la réanimation. On parle beaucoup de l'action à poser, mais est-ce que vous pourriez élaborer sur l'aspect psychologique qui se passe lors d'une RCR, que ce soit pour la personne qui a subi l'arrêt cardiaque, son entourage ou encore le personnel de la santé? Absolument. Et encore une fois, je reviens pour ce qui est du volet réaliste de l'intervention en arrêt cardiaque. Alors, très content pour Jean-Philippe, pour sa famille. C'était en fait un bon outcome dans son cas. Malheureusement, il reste que la plupart des victimes d'arrêt cardiaque, en fait, ne vont pas survivre. Et ça peut avoir un impact important sur non seulement leurs membres de la famille qui ont essayé de les réanimer, mais aussi sur les professionnels de la santé ou les gens du public. Si vous vous imaginez la scène où il y a quelqu'un qui a un arrêt cardiaque sur le trottoir, il y a des gens du public qui font des efforts inhabituels pour essayer de réanimer cette personne-là. L'ambulance arrive, ils partent avec la victime et là, tu te retrouves tout seul sur le trottoir à se demander qu'est-ce qui vient d'arriver.
Alors, il faut aussi offrir du support à ces gens-là. Et ça, c'est une chose sur laquelle il y a de plus en plus de gens qui se penchent. Paul Snoblen, dans la région de Toronto, en fait, euh, contacte les gens du public qui ont fait des efforts de réanimation, peu importe la survie du patient, pour essayer de les aider de façon psychologique aussi. C'est pas des choses que ces gens-là sont habitués à faire hein, pour leur profession. Ce ne sont pas des professionnels de la santé toujours. Alors, on doit effectivement faire de plus en plus d'efforts pour soutenir les victimes d'arrêt cardiaque qui ont survécu, les membres de la famille de ceux qui n'ont pas survécu, mais aussi les premiers répondants et les membres du public qui sont intervenus et qui ont essayé de faire des efforts de réanimation, que ça a eu du succès ou non. Alors ça, c'est une chose à laquelle on n'a pas porté assez d'attention dans le passé, mais il y a de plus en plus il va y avoir dans les ressources du webinaire, vous allez voir des sites Internet où on peut effectivement avoir des groupes de support, et ça, c'est une chose à laquelle on doit porter de plus d'attention. Euh, Pour compléter, Dr. Vaillancourt, moi, bon, après mon arrêt cardiaque, j'ai pas eu de besoin de suivi psychologique. J'ai jamais rencontré un psychologue suite à ça. Je vais super bien. J'ai jamais eu de petit step back. Ben, un petit peu, mais ça a été très minime. Mais Eric, la personne qui m'a sauvé la vie, qui a mené les opérations, lui, il était en choc post-traumatique, là. Il me voyait partout, il me voyait dans sa... Honnêtement, il me voyait dans ses armoires, là. Il me l'a dit, je te vois, j'ouvre mes portes d'armoire, je te vois la face, l'état que tu avais et tout. Puis moi, j'ai dit, Eric, si tu m'avais perdu, je peux te comprendre, mais tu m'as sauvé. Tu n'as rien de sentir coupable. Tu as fait tout ce qu'il fallait et même plus. Mais je sais qu'il était suivi en choc post-traumatique suite parce qu'il a sauvé la vie. Alors vraiment, oui, c'est vraiment aider ces personnes-là parce que il y en a qui réussissent, puis ça doit être encore pire pour ceux qui ne réussissent pas, malheureusement. Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On pourrait en parler, mais le temps file. J'aimerais juste résumer cette petite portion et qu'on n'a pas eu le temps de passer tout ce que j'aurais voulu, mais bref, euh, on pourrait résumer en mentionnant que les témoins ont le pouvoir de sauver des vies, qu'il est important d'être proactif en reconnaissant qu'une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas est en arrêt cardiaque, et ceci afin d'entreprendre rapidement la RCR. Je vous remercie à tous les deux. On va continuer la présentation pour regarder maintenant de quelle façon Cœur et AVC contribuent à changer les choses. Donc, l'organisme s'est engagé à doubler le taux de survie aux arrêts cardiaques. Également, s'est engagé à accroître, the one before, please, accroître le taux de pratique de la RCR et d'utilisation d'un DEA par les témoins, et enfin à améliorer les résultats pour les personnes touchées par un arrêt cardiaque, y compris, comme on vient d'en parler, l'accompagnement à ceux qui survivent, les secouristes non professionnels et les différentes familles. Cœur et AVC mène la lutte au Canada pour vaincre les maladies cardiaques en sensibilisant le public aux arrêts cardiaques extra-hospitaliers et à l'importance d'une intervention immédiate en 3 étapes simples. Appelez le 911, pratiquer la RCR et utiliser un DEA dès qu'il y en a un. En collaboration avec ses partenaires, Cœur et AVC apportera les changements nécessaires à la transformation de la réanimation et continuera de s'appuyer sur des décennies de leadership pour transformer la réanimation au Canada. Plusieurs solutions ont été nommées pour améliorer les résultats suite à une réanimation. Donc, la prévention et le dépistage, connaître les facteurs de risque et reconnaître les personnes qui présentent des maladies qui les mettent en danger. La transmission de compétences vitales aux générations futures, c'est la sensibilisation du public pour acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour agir rapidement. Par exemple, via l'un de nos nouveaux programmes, Cardiac Express. Cardiac Express, c'est un nouveau programme de réanimation qui a été primé. Cœur et AVC le présente avec des techniques de réanimation d'une manière amusante, engageante, mémorable. Le programme, court et rapide, utilise une approche interactive et ludique, ainsi qu'un scénario réaliste pour enseigner les compétences pratiques de base en matière de RCR et de DA sur les lieux de travail et ainsi aussi que dans les écoles. Les équipes s'affrontent.
littéralement, pour gagner des points en répondant correctement aux questions et en remportant la session pratique de RCR de leur groupe. L'animateur de Cardiac Express contrôle la qualité de la RCR pratiquée et détermine le vainqueur de chaque session. Le fait unique, le scénario de Cardiac Express met en scène une femme. Cette formation s'ajoute aussi au programme de formation de base dispensé par notre réseau national d'instructeurs. Il y a d'autres programmes tels que cardio-secours, soins immédiats en réanimation, soins avancés en réanimation cardiaque et soins avancés en réanimation pédiatrique qui s'adressent du grand public jusqu'aux professionnels de la santé. Une autre solution, c'est la recherche et l'innovation. Dans le but d'améliorer tous les aspects de la réanimation, on a besoin de la recherche et des innovations technologiques en support à notre mission. Et enfin, l'amélioration de la coordination dans l'ensemble du système. Cette piste de solution se penche sur des gestes posés entre la prise en charge des témoins jusqu'à la sortie de l'hôpital. D'autres solutions? Avoir plus de données. Les données permettent de repérer ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré au sein d'un système. Elles sont un fort moteur de changement. Le meilleur exemple, la création du registre national des arrêts cardiaques. L'accroissement du soutien pour toutes les personnes touchées, donc l'optimisation du soutien au rétablissement dont on a parlé un peu plus tôt, autant du survivant ou jusqu'à la famille qui est également touchée par l'arrêt cardiaque. Et enfin, la promotion de la chaîne de survie et la mettre en pratique à travers nos différents programmes et campagnes. Des solutions nommées plus tôt, des mesures précises ont été prises par Cœur et AVC. Cœur et AVC favorisera le changement en travaillant avec des partenaires et en continuant de s'appuyer sur le rôle de chef de file qu'elle occupe depuis des décennies pour transformer la réanimation au pays en prenant les mesures suivantes. Sensibiliser la population et former des générations pour qu'elles soient capables de sauver des vies. Cœur et AVC sensibilise assidûment le public à l'arrêt cardiaque extra-hospitalier en insistant sur l'urgence d'agir immédiatement. Chaque année, Cœur et AVC initient des dizaines de milliers de Canadiens aux techniques fondamentales de la RCR et de l'utilisation des DEA. Et ceci permet de sauver des vies. Et ça se fait à travers des campagnes médiatiques percutantes et à des efforts de sensibilisation du public. Prôner le changement, promouvoir des politiques, du financement et des réglementations qui soutiennent la sensibilisation, augmentent la formation en RCR, améliorent l'accès aux DEA et encouragent l'amélioration de la qualité des services d'intervention d'urgence. Troisième mesure, favoriser la recherche et l'innovation qui sauvent des vies en renforçant l'engagement de l'organisme et en stimulant l'innovation en matière de sciences de la réanimation. Et enfin, donner aux professionnels de la santé les moyens de fournir des soins exceptionnels. En tant qu'organisme faisant autorité, Cœur et AVC établit les lignes directrices en matière de RCR, de soins cardiovasculaires d'urgence et de premiers soins pour l'ensemble du pays. Les programmes de formation en réanimation de Cœur et AVC sont la référence au Canada, assurant ainsi une préparation et une réponse optimale. En conclusion, vous avez aujourd'hui pris connaissance de la situation actuelle et de l'incidence de l'arrêt cardiaque au pays. Vous pouvez comprendre ce qui se passe dans le cœur lors d'un arrêt et vous êtes en mesure de reconnaître les signes et symptômes et d'agir rapidement auprès des personnes en arrêt cardiaque. Vous connaissez comment vous pouvez approfondir vos compétences via les programmes offerts par Cœur et AVC. Et vous savez que l'accès au DEA est important et qu'il faut l'encourager. Cœur et AVC s'engage à doubler le taux de survie à un arrêt cardiaque, à augmenter les taux de RCR pratiqués par un témoin et d'utilisation des DEA et à améliorer les résultats pour les personnes touchées par l'arrêt cardiaque, y compris l'accompagnement des survivants-survivantes, secouristes non professionnels et familles. En travaillant avec ses partenaires et la population canadienne,
Cœur et AVC apportera les changements nécessaires à la transformation de la réanimation et continuera de s'appuyer sur ses décennies de leadership pour transformer la réanimation au Canada. Donc, nous sommes maintenant déjà rendus à la période de questions. Là, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer les questions par écrit dans la fenêtre de clavardage. Il semble qu'on a déjà des questions comme telles. Alors, laissez-moi, j'ai un petit problème ici. Voilà, on y arrive. Donc, est-ce que pour un ou l'autre de nos invités, comment, avec tout ce qu'on a parlé, avec les impacts, comment on pourrait s'impliquer dans la communauté? Les gens qui ont déjà des expériences, soit préhospitalières ou encore un chef d'une meute de scouts, comment, comment la population peut s'impliquer dans la communauté? À qui la parole? Je peux commencer à répondre. Je suis certain que Jean-Philippe va aussi avoir des idées là-dessus. Mais bon, si on regarde la chaîne de survie, c'est certain qu'au niveau de la communauté, plus de gens doivent connaître la RCR. Il y a aussi les professionnels de la santé quand on appelle le 911. Mais entre les deux, il y a aussi de plus en plus de groupes, des gens, des citoyens volontaires, comme des pompiers volontaires en fait, qui appartiennent maintenant à un groupe, il y a différents noms pour ça, qui peuvent être aussi amenés à répondre à des arrêts cardiaques euh, après avoir appelé le 911. Alors, il y a des gens qui se portent volontaires dans leur communauté. Qui peuvent avoir un défibrillateur qui leur est fourni par l'organisation. Et au moment d'appeler le 911, si ces gens-là sont les plus près d'une victime d'arrêt cardiaque et qui sont susceptibles d'y arriver plus rapidement même que les ambulanciers ou les paramédics, ils peuvent recevoir sur leur téléphone un message disant qu'il y a un arrêt cardiaque près d'eux et avec une direction pour s'y rendre avec leur défibrillateur. Alors, il y a une façon pour les membres du public maintenant de s'impliquer de cette façon-là. Il y a différents organismes dans différentes provinces, mais c'est certainement une chose, en fait, qui est assez similaire au principe de pompiers volontaires, mais ce sont des premiers répondants volontaires pour les arrêts cardiaques. Et ça, c'est une des solutions aussi qui est de plus en plus promue au niveau de la réponse en arrêt cardiaque. Jean-Philippe? Effectivement, puis moi je vous dirais, bon, la RCR, parlez-en à vos collègues de bureau, vos amis, faites des activités de beauty building, c'est bien beau les jeux d'évasion puis tout, mais il me semble une petite demi-heure là, pour apprendre à sauver des vies, puis sur des mannequins et tout, ça peut être aussi très divertissant puis très drôle, alors vraiment en parler à vos collègues et faire pression sur les lieux que vous visitez et poser des questions aux gérants, mettons de l'épicerie, pourquoi il n'y a pas de DEA ici, pourquoi à la pharmacie, tu sais, il y en a, bon, de plus en plus, mais poser des questions pour justement que les gens puissent être sensibilisés à l'importance des DEA. Alors, vraiment poser des questions. Éventuellement, peut-être, ça va être obligatoire d'en avoir dans les lieux publics, comme c'est le cas actuellement au Manitoba. On travaille là-dessus. Mais en attendant, ça pourrait être ça. Ce serait deux petites solutions qui pourraient aider concrètement. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui viennent de s'ajouter. Des gens nous demandent est-ce qu'on recommande d'avoir un DEA à la maison? Docteur Vaillancourt en a parlé. La très grande majorité des arrêts cardiaques se font à l'extérieur et pas nécessairement dans un milieu public. Donc oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Jean-Philippe le dit, la vie n'a pas de prix. On peut très bien aller chercher un DEA d'une quelconque. Avec les registres de DEA aussi, ça va être, c'est déjà possible de savoir s'il y a des voisins dans notre communauté qui en ont un DEA à la maison. Exactement, exactement. Alors, écoutez, on va clore la période de questions. Euh, on va passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Vous allez voir apparaître, next slide, please. Vous allez voir apparaître une liste de ressources qu'on va vous faire parvenir. The one before, please. Thanks. Donc, voici la liste. Écrivez-la pas, c'est pas le temps. Vous allez la recevoir dans le courriel de suivi et on vous invite à aller voir ces ressources et aussi de les partager avec votre entourage et vos contacts. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible en ligne après l'événement de la chaîne sur la chaîne YouTube de Cœur et AVC et également sur le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC. Vous recevrez
par courriel après le webinaire une évaluation que nous vous invitons à compléter. Votre certificat de participation vous sera transmis par la suite. Nous vous encourageons à partager sur les différents réseaux sociaux nos articles et nos campagnes de sensibilisation afin de combattre l'arrêt cardiaque. Avant de terminer, je ne sais pas si un ou nos deux invités ont un court mot avant la conclusion de ce webinaire. Dr. Vaillancourt, Jean-Philippe. En fait, une anecdote vraiment rapide que je voulais partager. En fait, j'ai un collègue à l'hôpital qui enseigne l'utilisation de DEA à nos infirmières. Et pas toutes les infirmières, ce sont des infirmières de soins critiques. Et souvent, il va mettre les électrodes sur sa poitrine et il va leur demander aux infirmières de mettre la machine à on. Et souvent, ils hésitent beaucoup. Alors, même les professionnels de la santé peuvent avoir une certaine crainte à l'utilisation des DEA. Et je peux vous dire, la comparaison que je fais, c'est j'ai utilisé souvent les défibrillateurs. J'ai aussi utilisé souvent les câbles de démarrage pour aider une batterie d'auto. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire d'utiliser une DEA que d'utiliser des câbles de démarrage pour une voiture. Et en fait, j'ai un collègue qui a même dit la seule façon qu'on a de blesser une personne avec un DEA, c'est de les frapper sur la tête avec la machine. Ouais. Moi, on m'a déjà posé la question, ah, j'ai peur de se faire mal. Et c'est parce que la personne est morte. Fait que rendu là, tu sais, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Alors, il ne faut pas hésiter en toutes circonstances d'un arrêt cardiaque à utiliser le DA. Et en terminant, il y a déjà eu une étude qui a été faite entre des élèves de sixième année et des paramédics à l'utilisation d'un DA. Et les élèves de sixième année ont été seulement une minute plus lents que les paramédics de qui c'est le métier. Alors, quand on dit que n'importe qui, n'importe quand, on peut utiliser ça, ben, il ne faut pas se gêner, puis allez-y. Vraiment, même si on n'a pas la formation, on peut l'utiliser un DA. Vraiment, allez-y. Merci beaucoup. Alors, je crois que tout le monde a compris que avoir un DEA à porter, c'est vraiment intéressant. Des gens nous posent la question à savoir à quel endroit on peut se procurer un DEA, soit de formation ou de formation. Vous pouvez contacter différentes compagnies qui donnent ou qui offrent ce type de produit. Et la même chose dans les compagnies qui vendent des produits médicaux. Il y a certaines compagnies qui vendent également des DEA. Donc, plusieurs options s'offrent à vous pour ça. Maintenant, pour clore, au nom de Cœur et AVC, je tiens à remercier chaleureusement nos présentateurs d'aujourd'hui, Dr. Christian Vaillancourt et M. Jean-Philippe Larose, d'avoir pris le temps de nous parler de l'impact de la réanimation, tant sur le plan professionnel avec ses multiples ramifications, que sur le plan personnel. Nous sommes tous à constater l'impact des diverses mesures que Cœur et AVC a pris pour combattre l'arrêt cardiaque. Nous avons grandement apprécié votre honnêteté, votre expertise et votre temps. Et sincère remerciement à vous tous qui avez consacré de votre temps aujourd'hui, contribuant à la compréhension collective et à la sensibilisation à l'arrêt cardiaque au Canada. Votre engagement n'est pas seulement apprécié, il est essentiel. Merci encore et passez tous une excellente journée.